Bonjour, salam alaikum, Anis Roma. Bienvenue à vous qui êtes entrés dans cette exposition, dans ce monde, et finalement dans tout un voyage que j'ai appelé Sur les traces du Khoury. Enfin, on y est presque, parce que tout ce que vous avez devant vous représente des instants de voyage, de tournage pour mon premier film documentaire, Sur les traces du Khoury. Et comme je n'ai pas encore fini de réaliser le film, mais que j'avais quand même envie de partager ce que j'ai vu et vécu jusqu'ici, j'ai fait cette exposition qui porte le nom « On est presque sur les traces du Khoury ». Du coup, on y va ? Un peu comme ces différentes manières de vous saluer que j'ai utilisées, on va commencer par regarder globalement la grande pièce du bar à bulles quand on entre à gauche. Au-dessus de toutes les chaises et tables, vous avez des tissus, des textures, des matières, un peu différentes, mais toutes très colorées. C'est un peu pour représenter les cultures que j'ai croisées sur mon chemin, qui vont alimenter mon documentaire, mes recherches, mais aussi mon expérience de vie en tant que personne. Le premier stop, c'est cette grande main pleine de ces fameux coquillages Khoury qui font l'objet de mes recherches. Cette photo, je l'ai appelée « L'abondance au bout des doigts ». Elle représente les mains d'un homme qui m'a accompagné sur ma route de Dakar à Bamako. La photo a été prise à Bamako au festival Ogobania qui célèbre les cultures du Mali. C'était l'occasion de rencontrer plusieurs ethnies du Mali avec chacune leur tenue traditionnelle, certains de leurs rituels aussi que l'on a pu voir. Mais mon intérêt à être présente dans cet endroit, c'était d'entendre parler bien sûr de Khoury. En commençant mon voyage au départ de Dakar pour ce documentaire, tout le monde m'a promis que je trouverais des Khoury sur la terre malienne en abondance. Au Mali, disait-il, les Khoury pullulent sous terre, mais seuls les connaisseurs et les initiés savent les trouver. Cette photo, elle a été prise pendant ma vraie première sortie à Bamako. Je voulais vraiment pas perdre une seule miette de Khoury malien. Alors, dès que j'en ai vu pour la première fois, donc c'était ici, je me suis arrêtée. C'était le premier stand avec des Khoury vendus à l'unité que je voyais, contrairement aux autres où les Khoury étaient accessoirisés en collier, sur des sacs et de plein d'autres façons super créatives. Mais là, voilà, je me suis arrêtée et j'ai demandé à Salah, du coup, mon accompagnateur, de tenir les Khoury dans les paumes de sa grande main pour les voir de plus près et ça a donné cette photo. On va maintenant poursuivre avec une image juste à côté, celle de la femme qui tient un pagne. Cette photo, je voulais vraiment la voir sur textile parce que c'est justement un tissu qu'on nous montre, tissu qui est dans une matière tout à fait différente d'ailleurs. Normalement, si vous regardez bien, j'ai aussi installé le tissu originel, donc le vrai, que vous pouvez aller directement toucher pas très loin. Cette photo, elle a été prise dans ce même festival dont je viens de vous parler, au Gobania. C'était en pleine nuit, d'où la peau de cette femme qui ressort bien sous le gros flash de mon appareil. La lumière est crue, la photo est brute, on a juste une démonstration avant achat. « Viens acheter », disait-elle, « et à un bon prix ». La culture de la vente, c'est vraiment quelque chose quand même dans les pays que j'ai pu parcourir. On observe vraiment les gens sortir tout un tas de stratagèmes pour vendre des choses nobles parfois ou un peu moins. Et ce tissu par contre, noble, il l'est. Les Maliens ont des pagnes. Quand on parle de pagne d'ailleurs, petit point définition, il s'agit d'un tissu, d'une étoffe qu'on va venir se mettre autour de la taille qui va couvrir les hanches. En Afrique, chaque tissu traditionnel vient avec un savoir-faire différent et une signification particulière. Porter, offrir et même acheter un pagne est donc symbolique. Chaque motif, couleur ou matière qui est portée marque un temps de la vie. Un pagne peut être une protection mystique, peut venir souligner une appartenance à une classe, peut être offert en cadeau à sa belle famille pour sceller un mariage. Enfin bref, toutes les occasions de la vie importantes. Ici, le tissu que la femme nous tend, c'est du bogolan. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et il est en bleu indigo. Le bogolan, c'est un tissu malien en toile de coton. Et on en reparle un peu plus tard de cette couleur et ce tissu. En fait, des couleurs en général et de tissus. Promis. Toutefois, sachez que c'est une véritable technique très longue et encore faite comme à l'époque qui permet d'avoir ce résultat. Alors cette étoffe finalement si précieuse et l'histoire derrière chaque pagne qui est une création unique m'a poussé à prendre cette photo pour l'exposer ici aujourd'hui.
Plus tard, quand vous verrez mon film, ou même peut-être un extrait le mardi 5 novembre, si ce n'est pas encore passé ici au Barabule, vous comprendrez un peu plus l'importance du tissu en tant qu'offrande et de sa symbolique culturelle et mystique. Et du coup, j'ai simplement appelé cette image la vendeuse de pagne. J'ai pas cherché à faire compliqué et parfois, la simplicité est d'or, non? Je vous propose de quitter un peu ce festival et Bamako pour aller un peu plus loin dans la salle. On va aller vers le fond avec les grandes tables, les grands bancs, mais côté gauche, vers le petit angle du mur vert canard. La première chose que vous devez voir, c'est 4 livres. Ces livres représentent un peu les cultures qui m'ont marqué sur ma route, avec des contes traditionnels, un peu de théorie sur les kauris. On a aussi un livre primé des années 60 qui raconte l'Afrique et l'Occident. Enfin bref, je n'en dis pas plus, mais juste assez pour que vous sachiez que ces ouvrages ont été mis là pour une raison. Ils font écho à cette exposition et si vous avez le temps de feuilleter quelques pages, ils vous apporteront un peu plus sur les mystères, les réalités et les bienfaits de la culture africaine que j'ai rencontrée et connue sur ma route. Et par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure de l'importance du tissu, si vous lisez un de ces livres, à l'intérieur, il y a un conte qui en parle. Pour l'instant, dans le cadre de mon documentaire, j'ai parcouru le Sénégal, le Mali, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ce documentaire m'a amené à faire un voyage à la rencontre de personnalités mystiques, folkloriques, de routes désastreuses, diverses et complexes, de questionnements et de déceptions aussi. Cet angle de mur rempli de photos à droite des livres qu'on vient de voir marque tout ça. On va commencer par le monsieur tout en blanc que j'ai appelé Ogun. Ogun, c'est le roi des Dogons, autrement dit le chef spirituel des Dogons, en tout cas de son village Dogon à lui, car une ethnie est étendue sur une vaste terre, composée de plusieurs villages et aujourd'hui en plus les gens se déplacent, donc ils sont en ville. Enfin bon, vous avez saisi. Eh bien ce chef était vraiment très attendu dans le festival où je me suis retrouvée à Bamako. Oui, encore une photo prise à Ogobanya. Mais sachez que c'était sur 3 jours et que toutes les personnalités avec un grand savoir s'y trouvaient. Les kauris, scientifiquement appelés Cypraea, Moneta ou Annulus pour l'espèce qui nous intéresse dans ce documentaire, ont une grande symbolique en Afrique. À un point où c'est quasiment l'emblème du continent. C'est la première monnaie dans l'Antiquité africaine. Les esclaves, par exemple, ont été vendus avec les kauris comme argent durant la traite négrière. Très souvent, on nous explique que les esclaves étaient échangés contre du sel ou bien d'autres denrées, mais en fait, ils étaient vraiment achetés avec la monnaie, donc l'argent kauri aussi. Pour ceux qui ont entendu parler des femmes guerrières, aussi qu'on voit dans le film The Woman King, par exemple, si vous faites attention, elles étaient aussi ornées de kauri, parce que dans la vraie vie, elles l'étaient. Souvent en signe de richesse, mais aussi de protection, parce que le kauri protège du mauvais œil et du mauvais sort. En Afrique, le kauri est un outil mystique, monétaire et finalement culturel. Donc à travers le continent, tout le monde a son histoire et ses petits secrets avec ce coquillage. En allant rencontrer ce monsieur plein de sagesse, du coup, pour qui il fallait vraiment faire la queue presque des jours durant pour être sûr de tomber au bon moment où il reçoit, je me suis dit que je trouverais pour sûr les réponses à toutes mes questions. La première étant de comprendre le rapport entre les Maliens et les kauris et pourquoi il y en a autant sous terre chez eux, mais aussi où au Mali est-ce que je pourrais déterrer des kauris, justement. Je suis arrivée avec toute cette énergie de questions et la déception était forte et brutale. Ce grand roi était très froid, dédaigneux à mon égard et surtout, il m'a répété ce que je savais déjà. La base, ce que je viens de vous expliquer sur les kauris. C'était pas assez et après ça, j'étais un peu paniquée dans mon voyage. J'ai quand même pris le temps de tirer un portrait rapide de cet ancien, cette figure même de la sagesse, car en Afrique, on respecte les anciens. Ce sont eux qui détiennent les savoirs. Après tout, un adage dit « En Afrique, chaque vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » À lui, j'ai mis un enfant. En opposition à la vieillesse, la jeunesse. La jeune génération qui a tout à apprendre des anciens. J'ai nommé cette photo « L'éclat de l'innocence ». Elle a été prise un jour où la pluie a frappé de manière soudaine dans un village de la localité de Bouna, en Côte d'Ivoire. Ce jour-là, j'étais allée à la rencontre d'un marabout qui s'appelle Adama.
Cette grande personnalité dans le monde spirituel africain, avec un savoir ancestral et culturel reconnu au-delà des frontières de sa région, rencontre justement un problème de transmission. Aujourd'hui, avec la mondialisation et toutes les fenêtres ouvertes sur le monde, les jeunes ne s'intéressent plus, pas même dans les villages, à ce qui a trait au mode de vie traditionnel. Les secrets de vie, la vie modeste et la sagesse des anciens font moins envie. Alors le jour où, aussi brutalement que cette pluie, la mort emportera ce cher Adama, la survie du village, de ses traditions et de cette spiritualité africaine sera en danger. Que faire et comment transmettre assez pour ne pas perdre, mais sans pour autant étouffer, la fougue de cette jeunesse qui a des mouvements si rapides pour ramasser ce qu'il faut sous la pluie, face à un vieillard bien assis dans son savoir. Juste en dessous du Hogon, on a la grande mosquée de la divinité. D'un blanc immaculé qui reflète le soleil de Dakar, elle abrite un village à ses pieds, loin de toutes les agitations de la ville. La plage, le sable, la mer, la douceur et la paix sont proches de cette divine mosquée. J'ai commencé mon voyage à Dakar. La première fois que j'ai entendu parler de Kori, avec autant de respect et de symbolique, c'était à Dakar au Sénégal. J'ai entendu parler de ces femmes qui jettent des kauris pour lire l'avenir et ça m'a fascinée. Ensuite, on m'a expliqué que les kauris apportent la chance et la bonne fortune, qu'ils représentent l'abondance, la fertilité et la féminité. Malgré tout, les kauris et leurs bienfaits se chuchotent. J'ai fini par le comprendre. Au Sénégal, pays à dominante musulmane, ce genre de pratiques mystiques et finalement tout ce qui touche aux traditions ancestrales africaines sont assez mal vus. En effet, beaucoup préfèrent faire appel aux jeteuses de kauris dans le plus grand secret parce que dans l'islam, ce n'est pas accepté. Ce ne sont pas des pratiques assumées. Pour la faire courte, un prophète aurait été annoncé en avance par cette technique de divination un jour où il devait apparaître dans le plus grand des secrets. Et c'est en cela que lire l'avenir dans les kauris est interdit pour les musulmans. Ça, c'est ce qu'on m'a raconté. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'a expliqué que c'était interdit dans l'islam quand j'étais au Sénégal. Mais pour en revenir à cette mosquée, la religion, c'est un peu le point de départ de mon enquête pour comprendre comment le kauri est devenu un emblème africain. La religion, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, permet aux gens de se définir comme des gens bons, là où ceux qui pratiquent les croyances ancestrales africaines sont assez mal vus et diabolisés. Les acteurs des cultes ancestraux africains de la divination au marabout n'ont pas ce genre d'édifice grand, voyant, qui surplombe la ville. Ils ont la nature, des lieux plus modestes en général. Et l'Afrique d'aujourd'hui, c'est ça. Les religions en opposition aux traditions qui n'étincellent pas autant que cette grande mosquée, mais sont pour autant bien ancrées. Et c'est vraiment drôle de voir que le kauri, qui représente un peu tout cet aspect à la fois mystique, soit autant mis en avant dans tout le continent, qu'on le représente comme quelque chose de très africain. Regardez, face à cette mosquée si pure, on a Coin qui chauffe, un bar, boîte de nuit de Brousse. Là, c'est un peu le club de Bouna. Donc on a tous les villageois du coin qui viennent s'encanailler, se montrer et boire un peu ici. Bon, déjà, je trouve ça fascinant de voir des boîtes de nuit dans des campagnes en général, peu importe le pays, franchement. Mais là, ce que vous voyez, c'est toute une histoire. Après une journée dans le village où j'ai pris l'éclat de l'innocence en photo, le soir, on est revenu à Boundin pour se restaurer et dormir. Et là, notre super guide nous emmène dans un coin plein de vie où on peut s'asseoir, manger, écouter de la musique, un bon maquis un peu. Mais là, il commence à m'expliquer qu'on va plutôt rester tranquille, un peu loin des agitations de la musique parce que c'est pas bien par rapport à sa religion de fréquenter ce genre d'endroit. Et cet endroit d'ailleurs, il l'appelle coin qui chauffe parce que là-bas, c'est la fête à en perdre la tête. Ça chauffe quoi. On boit, on fume et c'est tout l'inverse d'un bon comportement pour un bon musulman. Parfois, la fougue de la jeunesse fait que certains jeunes s'y rendent malgré la religion, et puis quittent le village et partent à la recherche d'ailleurs de coins qui chauffent encore plus. Bon, même si ça m'a bien amusé comme expression, j'ai préféré ne pas faire la têtue et j'y suis pas allée. J'ai juste pris la photo et écouté la musique de loin. Sur le départ. J'aime beaucoup les couleurs de cette photo,
Elle a été prise sur la route vers Tajdirt. Pour le coup, cette image n'a pas d'histoire directe avec les Coris. Elle représente plutôt ces instants d'entre-deux que j'ai eus sur la route. Là, je m'en allais vers le plus haut village d'Afrique du Nord. Les routes étaient sinueuses, bien hautes et sans grande protection. Dans la spiritualité africaine, une montagne représente un amas puissant d'énergie. Alors en me rendant sur cette route, je restais ouverte à l'idée de trouver en haut des montagnes l'inattendu. Après, j'ai pas de grande histoire pour cette moto, mais juste les couleurs et cette sensation de liberté avaient bien leur place ici. Parce que j'ai beaucoup pris la route pour aller sur les traces du Cori et que c'est une bonne photo de route. Voilà. Dans le même genre, on a l'or du marché, qui est une pile d'ananas prise au marché d'Adjamé à Abidjan. Bon, je dis le même genre parce qu'il s'agit aussi d'instants de route. C'est encore une histoire de route. Que ce soit sur la route ou au marché, effectivement, des fruits, on peut en acheter partout. Du coup, je l'ai mis face à ce motard sur le départ et pas loin non plus de rite de la découpe, la photo d'un monsieur qui coupe son poulet avec une énorme machette. Parce que faire de la route, c'est vraiment avoir le droit à de la street food, du coup. Souvent, ce sont des choses simples et les épices qui font toute la différence. On peut avoir des aliments servis d'une manière différente d'une frontière à une autre, avec des épices qui changent. Ce qui a été le plus plaisant jusqu'ici avec le fait d'être sur les traces du Cori, c'était vraiment de découvrir les pays de l'intérieur avec la route, les commerçants. Et il n'y a rien de mieux, je trouve, pour comprendre les habitants d'un pays et leurs besoins, leurs envies, leur mode de vie que d'être sur la route. On voit les aliments qu'ils consomment, même les fruits. Parfois, il y en a certains qui vont consommer avec du piment, avec du sel, en fonction des pays et des frontières, quoi. Du coup, l'or du marché parle des instants courts pris sur le vif pendant un voyage, ou entre deux besognes, comme cette dame pressée qu'on peut voir à l'arrière de la photo, sur l'arrière-plan. Sinon, rite de la découpe représente typiquement les dibis que j'ai vus sur la route en Côte d'Ivoire. Il y avait de temps en temps sur les aires d'autoroute des stands où ils vendent presque qu'une seule viande, le poulet. Mais un poulet brisé si fort avec tant d'épices qu'on dirait vraiment une autre viande. Au Sénégal, le poulet sur la route, par exemple, il est plus tendre. Au Mali, c'est souvent plus du mouton ou alors vraiment des viandes de brousse qu'on va trouver sur la route. Bien que tous ces pays soient à côté, donc bien que ces pays soient côte à côte, les différences sont fines, mais à la fois très flagrantes. Maintenant qu'on a bien parlé de route avec le départ, les encas pris sur le chemin, revenons à ce pourquoi on se déplace, les rencontres. Juste au-dessus de notre motard, on a Papi 7 couleurs. Ce monsieur que vous voyez est un maître gnawa. Le gnawa, c'est un genre musical qui vient du Maroc. Cette musique est assez particulière parce qu'elle donne lieu à des cérémonies qu'on appelle les lilas. Grâce à la musique et la danse, on entre dans un état de transe qui guérit du mal. Aujourd'hui, à Marrakech, des gnaouis, on en voit partout. Sur la place Djamna El Fna, par exemple, ils sont tout le temps là, prêts à divertir des touristes. Mais malgré toutes ces cérémonies existent bel et bien, avec des codes et surtout des coris. J'ai été attirée par eux parce que sur leurs vêtements, sur leurs chapeaux et un peu partout, on voit des coris. Ce lien qu'il y a entre les coris et ces cérémonies m'ont vraiment fascinée. Mais pour en revenir à ce papy, ce jour-là, il était en répétition avec d'autres gnaouis. Et lui, c'est un ancien qui a fait son temps. Il pratique un peu moins, mais reste un modèle pour les autres. J'aime bien cette photo parce qu'il se tient debout face à moi et il a l'air vraiment fier. Et derrière lui, il y a ces 7 couleurs. Dans cette petite chambre où j'ai pu assister à leur répétition, en détente, parce qu'ils ne sont pas en tenue, du coup, vous l'avez vu, ils m'ont montré les 7 couleurs qui étaient essentielles pour les cérémonies dans le gnawa. Chaque couleur a sa chanson. Chaque couleur a son moment et sa représentation. En parlant avec un guide spirituel du Mali, j'ai aussi entendu l'importance des couleurs, leur signification et leur importance. Donc il y a aussi pour lui 7 couleurs et il me racontait qu'en fonction du jour, de la tâche que nous allions faire,
euh, peu importe l'état dans lequel on se trouvait, les couleurs nous aidaient à nous connecter à une énergie particulière. Donc finalement, ça se rejoint assez avec les 7 couleurs du Gnawa. Je parlais des pagnes tout à l'heure, par exemple. Le bleu, c'est la couleur du ciel. C'est pour se sentir connecté avec l'au-delà. Dans chaque cérémonie, l'ordre de couleurs compte et leur présence dans la salle aussi. Et vous voyez, là encore, on a une attache entre des pays différents sur le même continent, des cultures différentes sur le même continent, mais toujours cette même signification. Et toujours les kauris au cœur de tout ça. En parlant d'intimité, passons maintenant à la femme Peul. Cette femme était chez elle en train de vivre sa vie et vraiment, j'ai été subjuguée par son visage, par ses bijoux. C'est un peu ma première rencontre d'aussi près avec une femme Peul. Les Peuls sont une ethnie africaine très particulière. Elles résident en Afrique de l'Ouest surtout, même si on peut aussi voir des Peuls au Soudan ou encore au Cameroun. Ce qui les rend si distinctifs, et donc qui a fait ma grande joie et qui a rendu ce moment un peu spécial de croisement avec cette femme, c'est qu'ils sont du genre à aimer rester entre eux. Et c'est un peu comme, on peut dire, les Corses ici. On les reconnaît de loin et ils se reconnaissent entre eux. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on m'a beaucoup parlé des Peuls et, euh, et de leurs bijoux et de leur culture et du fait qu'ils restent entre eux. Donc j'étais très intriguée. Et effectivement, pour en avoir croisé quelques-unes, des femmes Peuls et quelques hommes Peuls, donc des Peuls finalement, c'est vrai que c'est pas des gens qui se mélangent. En général, comme c'est le cas de cette femme, elle n'aime pas trop se montrer chez les autres, être avec des inconnus et encore plus quand le mari n'est pas là pour leur donner son accord. C'est ce qu'on m'a expliqué. Donc cette photo, je l'ai presque volée. Elle me regardait avec mon appareil dans le doute. Je sentais qu'elle avait envie, parce qu'elle insistait, elle me regardait très longtemps, mais en même temps, bof, mais en même temps, j'ai pris cette photo. Voilà. Et vous savez quoi? Cette culture que j'ai croisée rapidement au Mali, ou là encore en Côte d'Ivoire, m'a vraiment intriguée. J'aimerais en savoir plus. C'est pour ça que j'ai gardé la photo. Euh, mais en tout cas, quand j'aurai fini sur les traces du Kori, je pense aller sur les traces de l'ethnie Peul. Et voilà. Ils ont leur propre langue, tradition et croyances quand même. Jusqu'à nos jours, on peut les voir tout aussi authentiques qu'avant. Et eux aussi, ils ont des sacrées histoires, comme beaucoup d'autres ethnies, avec les Kouris. Poursuivons maintenant avec les images où on aperçoit justement des Kouris. Commençons par l'image de totem. Cette photo, je l'ai prise au Togo, dans le marché des fétiches. C'est un marché vaudou où on peut vraiment retrouver beaucoup de représentations de poupées, toutes sortes d'animaux morts, pour faire des rituels, des plantes. Enfin, vous l'aurez compris, c'est très folklorique. C'est assez intimidant de mettre les pieds là-bas, et je ne connaissais pas du tout, mais quand j'en ai entendu parler, forcément, j'ai foncé. Par chance, c'est assez bien organisé et à l'entrée, on nous suggère un peu lourdement de visiter le marché avec un guide. Franchement, accepter de payer le guide, c'est la meilleure des décisions. Tout paraît plus clair et moins effrayant. J'ai appris à ce moment-là que le vaudou était une croyance aux éléments de la nature, qu'il y avait aussi le principe de karma et donc de responsabiliser les gens à chacune de leurs actions. Donc pas de diable, mais des mauvaises actions et des mauvaises personnes. Finalement, ce qui effraie le plus, ce sont les totems. Tous ces objets faits à partir d'éléments de la nature dans lesquels on insuffle une énergie. Des plantes pour sauver, guérir, aider à aller de l'avant dans la vie. À la manière d'une prière, ici, ce sont aux ancêtres qu'on fait appel. Ces totems que vous voyez avec des kauris, par exemple, ont été faits pour protéger les voyageurs des accidents et autres mauvais sorts de la vie. Les portraits suspendus à côté des masques. Le premier portrait, c'est celui de Tata Florence. Tata Florence, c'est une de ces femmes puissantes qui maîtrise un business à l'international tout en étant mère de plusieurs enfants et aussi une épouse aimante. Cette femme que vous voyez a eu un destin dirigé par la force des esprits. Elle menait une carrière de journaliste avant d'être à la tête d'une communauté de femmes sur les réseaux sociaux de plusieurs milliers d'abonnés à travers le globe.
Ce business, il a fini par lui tomber dessus. Elle travaillait, menait sa vie quand elle a vu des signes qu'elle était appelée et elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter d'être aujourd'hui une femme du monde spirituel. Elle a des secrets de plantes pour guérir toutes sortes de maladies et soucis. C'est d'ailleurs là où cette photo est prise, devant sa pharmacie. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, parce qu'elle fait partie des personnes qui vont vraiment animer le film. Mais je vous laisse observer sa posture, droite, noble et sûre d'elle. C'est ce que tous mes portraits de personnalités un peu spirituelles ont en commun. C'est le genre de shooting qui ne dure pas un clic et c'est dans la boîte, juste parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils devaient être. Bon, ça c'est mon ressenti en tant que photographe. Après, toi, avec ton œil de public en vrai, regarde tous les portraits de l'expo et redis-moi, on en discute, pas de souci. Alors juste après, on a un masque, mais je vais en parler plus tard de ces trois masques. Passons d'abord au portrait de Maman Fatou. Là aussi, c'est encore une femme de poigne et un destin poignant. C'est une femme des coris ou jeteuse de coris, comme certains les appellent. Elle aussi est bien assise. On sent une douceur se dégager de son visage, mais aussi du vécu. Elle aimait les mondanités, sortir, se faire belle. C'était une femme du genre à croquer la vie à pleines dents. Et du jour au lendemain, les esprits l'ont appelée. C'est-à-dire qu'elle les entendait, elle les voyait se manifester dans sa vie. Et il lui disait de se mettre à vivre en fait pour faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Lire l'avenir, sonder les esprits pour sauver, faire des dons, des sacrifices pour aider les gens et finalement accepter de vivre modestement. Son histoire le 5 novembre au Bar à Bulle au soir, on s'en parle plus parce que c'est un cas très intéressant et ça fait écho à ce dont on parlait plus tôt sur la transmission, le poids de la culture et l'envie de vivre jeune dans ce monde mondialisé. La photo d'après, c'est Gnawa dans l'âme. C'est une photo de Zouaher, qui est Gnawi au Maroc et que j'ai rencontré et qui m'a montré tout son monde. Celui qui m'a parlé des couleurs, des lilas et présenté à beaucoup de ma'alem, comme il dit, donc de maître Gnawa, c'est lui. Lui, la partie de guérison du Gnawa, il n'aime pas trop en parler partout, mais il en parle quand même. Un peu comme partout d'ailleurs sur le continent, finalement, le mystique se chuchote. Cette pratique importée par les esclaves noirs à l'époque où les Arabes ont réduit en esclavage, les Noirs d'Afrique subsaharienne, plutôt tout ce qui est Mali, Sénégal, Mauritanie, est aujourd'hui plus montrée en patrimoine marocain que comme une pratique mystique. Donc, quand on en parle, on parle surtout de la musique, du son. Ce son, cette musique, c'est d'ailleurs ce qui a appelé Zouaher. Il s'est donné corps et âme pour faire partie de cette grande famille. À la base, c'est surtout de père en fils qu'on se transmet ce savoir. Donc, on a les anciens esclaves noirs qui ont poursuivi, mais aussi des berbères qui se sont un peu mêlés à la tradition. Mais tout ce mélange fait que ce n'est pas ouvert à tout le monde. On sent la joie, la légèreté et l'envie avec laquelle il joue chaque note. Zouaher, c'est un vrai passionné. Et pour tirer son portrait, j'ai eu le droit à tout un spectacle d'ailleurs. Il bougeait dans tous les sens, mais il était tout aussi sûr de lui. Et en fait, c'était un plaisir de passer du temps avec lui et de l'écouter jouer de la musique et de l'entendre avec les autres. Je les ai placés entre chaque portrait. C'est pas une question esthétique d'abord, mais on peut aussi se dire que c'est un peu l'âme derrière chaque personne. Un masque, une statue originellement en Afrique n'était pas un objet art déco. C'était purement et simplement un objet fait pour être utilisé pour des rituels, pour un but précis en fait. Et pour cela, on insufflait un esprit, on animait un masque pour son propos. Donc ce masque avait ensuite une énergie et une utilité, il pouvait être personnifié. C'est encore le cas aujourd'hui, on peut toujours animer des masques, leur donner des offrandes, avoir des masques qui viennent perturber nos rêves si on ne s'en occupe pas bien. Enfin bon, je voulais vous donner l'opportunité d'observer en vrai une des manières d'utiliser les coris en Afrique. Souvent, les coris donnent du poids et un pouvoir en plus. Ici, on a un masque Peul, par exemple, avec
Des visages très fins, avec un visage très fin, pardon, quasiment réaliste. On a aussi un masque dent et une statue jumelle à la base dont je n'ai pas tout à fait saisi l'utilité. Mais au vu des coris qui l'entourent et de sa taille, je me dis que ça pourrait être une statue de fertilité, mais ça, prochainement, je vous le promets, j'aurai la réponse. Je vais faire mes recherches et la prochaine exposition sur les traces du cori que je vous donnerai viendra avec des réponses sur tous ces masques, leur origine et ce à quoi ils servaient. Ce qu'il faut savoir, sur ces statues que j'ai achetées dans un marché d'art à Abidjan, c'est que depuis la colonisation, les Africains ont pris conscience du statut dit artistique de ce qu'ils voyaient comme parfaitement utilitaire au départ, donc les masques et plein d'autres choses comme, et les totems et les statues et les tapis. Surtout en Afrique subsaharienne, cet aspect de transmission et tout cet aspect culturel différent de communiquer, de transmettre, qui n'avait rien à voir avec leur manière à eux de faire. Donc les danses, les masques, les pagnes tissées, les coiffures et tous ces éléments incompris étaient relayés à un statut artistique, à de la décoration pour eux qui ne comprenaient pas les codes. Alors depuis, beaucoup de masques imitent les masques traditionnels et s'embellissent pour répondre aux critères occidentaux. C'est comme ça que j'ai eu ceux que vous avez devant vous. 3 masques qui représentent 3 pays, 3 ethnies et 3 propos différents. Le sable éternel, c'est l'image d'un garçon dans le désert qu'on a. Il guide les troupeaux, les touristes à la loupe dans cet amas de sable. C'est vraiment impressionnant de le voir retrouver sa route jusqu'au camp ou son village ou n'importe où. Un chameau, c'est vraiment lent. Le désert est si lisse que tout se ressemble et en même temps, c'est si menaçant. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux migrants qui traversent le désert à la recherche d'une meilleure vie. C'est vraiment une opération suicide. Alors que moi, j'y étais en tant que simple touriste et personne qui visite finalement, donc dans des bonnes conditions, mais j'ai trouvé ça très rude. Sinon, pour revenir au cori, quand on sait que les cypraea viennent nullement de la terre, mais bien de l'océan, parce que le cori, en fait, c'est un petit mollusque des mers, bel et bien vivant, je me demande comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver jusqu'aux populations du désert et s'affirmer aussi chez elles en secret de beauté. Bon, pour le coup, je ne suis pas encore arrivée à trouver une réponse satisfaisante. Je travaille encore dessus. Mais ce serait une belle clé pour voir comment sur le continent du désert aux montagnes, les gens ont pu voir et donner une place au cori dans leur mode de vie pour en faire un véritable emblème à travers tout le continent aujourd'hui. Dépasser le bar ou s'arrêter, s'hydrater un peu, avant de rejoindre le mur face à l'escalier qui permet d'aller sur le rooftop, que je vous conseille fortement d'aller voir si vous ne l'avez jamais fait. Enfin bref, on y est. Donc c'est un grand mur, tout noir avec plein de photos. C'est bon? Le premier portrait dont on va parler, c'est Sans mordre les doigts. C'est le portrait d'Adama, ce grand marabout de la localité de Bouna dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est celui où vous voyez un monsieur se mordre le doigt. Encore une fois, dès que j'ai sorti mon objectif, ce geste lui est venu immédiatement. Il avait la posture, le cadre, comme s'il savait ce que ça rendrait. Cette pose, je ne l'ai pas comprise tout de suite, et pour vous l'expliquer, je vais vous parler un peu plus du personnage. Adama, c'est une personne qui guérit les blessures mystiques et se bat contre les mauvais esprits la nuit dans ce qu'on peut appeler un voyage astral. De jour comme de nuit, les marabouts, comme lui, les personnalités en tout cas du monde mystique, s'attaquent. C'est le bien contre le mal tout le temps. Un combat de savoirs ancestraux, un combat qui commence dans un monde invisible et vient dans un monde visible. Ce que vous voyez, c'est Adama qui nous présente les balles d'une guerre d'esprit, mais bien réelle aussi dans notre monde, comme vous pouvez le voir avec ces balles rouges. Il se mord un doigt, pas pour une pose coquine, comme certains pourraient le croire, mais pour signifier à ses ennemis qu'en s'attaquant à lui, il risque de s'en mordre les doigts. Pour opérer, il agit lui aussi avec les coris. Ces coris, il les a eus dans sa jeunesse.
Ils lui sont apparus dans la brousse. Souvent, les courriers apparaissent et choisissent des personnes, un peu comme je vous racontais avec Maman Fatou et Tata Florence. On va poursuivre maintenant avec le masque rituel ivoirien, juste à côté. C'est un masque qui vient de la tribu Dan. Il a servi à plusieurs cérémonies et je trouvais ça intéressant de le mettre tout près du portrait sans mordre les doigts. Comme je vous disais plus tôt, chaque masque a son utilité, son esprit, une personne derrière qui va l'animer et révéler son esprit. C'est un peu comme ça que j'ai pensé l'assemblage entre ce que j'appelle les trois chefs, à savoir Sans mordre les doigts, le portrait d'Adama, le guérisseur vaudou, tout en jaune, et Boukout, le gardien des bois sacrés. Entre chacun d'entre eux, j'ai mis des totems, comme ce masque rituel ivoirien, Tingi Tingi ou encore les trésors de la place, pour réveiller chaque objet. Comme vous pouvez le voir, les coris sont toujours très présents. Prenons le portrait du guérisseur vaudou, à Lomé. Il porte des coris autour du cou, sur un collier qui fait lui aussi office de protection. Je l'ai rencontré au marché des fétiches de Lomé, un marché dédié au vaudou. Dit comme ça, c'est un peu effrayant, mais j'ai eu la chance d'avoir un guide qui a su m'aider à effacer toutes ces mauvaises appréhensions. Le vaudou n'est pas une religion, mais une pratique, une tradition. Et dans cette pratique, il est dit qu'il est bon de toujours se promener avec des coris sur soi. Dans cette croyance qu'est le vaudou, on a un guérisseur qui opère dans ce qu'ils appellent le couvent pour communiquer avec les esprits, poser des questions sur l'avenir et déterminer les aumônes à faire pour améliorer une situation ou régler un problème. Tingi Tingi, juste à côté, fait partie d'un de ces totems dans lesquels il peut insuffler un esprit pour l'animer. Dans cette petite case où je suis entrée, j'ai fait face à énormément de petits et grands totems. Des gris-gris et médicaments mystiques que mon guide m'a présentés un peu comme dans un magasin de souvenirs. C'était fou. Il y avait un peu les best-sellers, les coups de cœur du public, les indispensables. Et parmi tous ces totems, il y a eu celui-là. Je l'ai appelé Tingi Tingi pour deux raisons. La première, c'est qu'on a envie de lui donner un nom trop mignon à cette poupée. Et la seconde, c'est parce que Tingi Tingi, c'est le nom d'un massacre atroce qui a eu lieu dans mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, dans les années 90, pendant ce qu'on peut décrire comme étant l'invasion rwandaise. Bon. Le massacre de l'ethnie rwandaise Tutsi a fait que ils sont venus se réfugier en fait à l'est de la RDC. Donc, ils ont fait tuer à la même occasion des Congolais qui n'avaient rien à voir avec le conflit. Et en fait, depuis, ils sont jamais vraiment repartis, les Tutsis rwandais. Ils se sont un peu mélangés à la population. Ça a créé beaucoup de complexités qui font qu'aujourd'hui, on est dans une situation vraiment chaotique en RDC et qu'on a une guerre qui ne s'arrête pas depuis à peu près cette époque-là. Bon, voilà, c'était juste pour sensibiliser un peu sur mon pays d'origine, parce que j'aime bien en parler dès que j'ai une petite occasion. Et, et bon, même si on s'éloigne un peu des coris, voilà, j'aime bien sensibiliser sur ce qui se passe là-bas, sachant qu'on a une culture très riche, et aussi une religion qui domine, vraiment, c'est le christianisme évangélique, avec des églises à chaque coin de rue, littéralement, et les coris. Et tous ces totems là-bas sont vus comme des pratiques plutôt occultes, graves et diaboliques. Donc ça reste un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais vous parler de Boukout, le gardien des bois sacrés. C'est une personne qui a accès à un grand savoir mystique. C'est pas vraiment un marabout comme on l'entend. Il a lui aussi le pouvoir de guérir, de trouver des médicaments pour les maladies de l'âme, mais lui, c'est en communion avec le bois sacré qu'il garde. Le bois sacré, c'est un secret, un lieu où on peut se recueillir face aux esprits, aux ancêtres du lieu et à des génies. C'est un peu un hôtel, finalement. Je ne sais pas si ça vous aide à vous représenter la chose. Et ce monsieur, je l'ai trouvé sur une île
où il y avait des rois entièrement vêtus de kori, à ce qu'on m'a dit. Quand on m'en a parlé à Dakar, on m'a dit qu'il fallait y aller pour rencontrer le roi des Koris. Malheureusement, en arrivant, j'ai appris que le dernier roi était mort tout juste 1 an avant que je vienne. C'était une grande déception. J'ai appris qu'il y avait eu même 3 générations de successeurs, le grand-père, le père et un des petits-fils qui avaient été choisis pour succéder au flambeau. Et ils étaient tous décédés. Le village est d'ailleurs un peu en train de mourir, les jeunes s'en vont, ils cherchent à qui transmettre le savoir maintenant, et c'est de cette manière que je suis tombée sur ce gardien des bois sacrés. Il a accepté de me montrer les koris qu'il garde sur lui, un peu comme une clé mystique, et au fil des rencontres et des routes, je me suis rendu compte que partout les traditions étaient menacées au profit d'une mondialisation qui ne sert pas forcément les intérêts de tous. Ce nouveau mode de vie uniforme contente de vendre à tous, de l'Afrique à l'Asie, du monde occidental à des sociétés tout à fait différentes, a pour conséquence la mort de villages, de traditions et de civilisations. Alors, pouvoir rallier par la route l'uniformité et les différences qu'il y a entre les pays africains, récolter des témoignages, comprendre ce qui fait ces cultures et où est leur force me paraît essentiel. Ce documentaire, je le tourne pour questionner la symbolique africaine des koris, mais aussi le lien entre les cultures d'Afrique et du monde, finalement. Aujourd'hui, des koris, on en voit partout, sans pour autant qu'ils soient portés, en toute conscience, comme c'est le cas dans les pays africains. Et pourtant, des koris, sous leur forme la plus populaire, il y en a en Asie, en Amérique latine et en Europe. Cet aspect culturel, j'ai voulu le représenter ici, en mettant un peu de toutes parts des images de route comme un regard depuis le bus à Bamako, avec les fameux cars rapides, souvent avec des couleurs crues et moins vives qu'au Sénégal. Il y a aussi la vitesse des nuits d'Abidjan, représentée par la photo avec Méga, où on a 3 jeunes sur une seule moto. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup et ça m'amuse toujours de voir jusqu'où on peut aller dans le partage des choses en Afrique. En parlant de trafic, on a aussi Bamako Riders, qui représente vraiment le monde qu'il y a à moto dans la capitale malienne. Ils raffolent des motos là-bas, ça évite de trop traîner dans les embouteillages. Mais il y a aussi un grand respect des motards sur la route. Prendre la route, c'est beau, c'est partir à l'aventure, à la rencontre des autres et de l'inconnu. Prendre la route, c'est aussi devoir quitter un endroit et dire au revoir, et ça, c'est pas toujours évident. C'est ce qui a donné Miroir sur Marché, par exemple. La route, vous l'aurez compris, m'a beaucoup animée et c'est quelque chose qui marque beaucoup cette expérience sur les traces du Kori. Toutes les routes, les véhicules et les façons d'appréhender le voyage étaient différentes. Prendre la route en direction du Sahara au Maroc, c'était très calme, tranquille et méditatif. Un peu comme la photo « Écho du désert ». On avait vraiment le temps d'observer chaque détail, les aires d'autoroute étaient belles, calmes, et les paysages magiques jusqu'au Sahara. Un chameau dans le désert. J'ai beaucoup aimé tirer le portrait de cet animal en plein désert pendant le coucher du soleil. Je voulais absolument aller dans le désert parce que j'ai entendu que des communautés travaillaient les koris et que les femmes du désert avaient des secrets qu'aucune autre ne pouvait avoir. Des secrets de beauté qui leur étaient propres et surtout avec les koris. Alors dans le but de creuser l'aspect beauté et bien-être apporté par cette coquille blanche sur le continent, je me suis rendue dans le désert pour la première fois. Et c'était vraiment magique comme lieu. Ensuite, en dehors de ces moments de route, il y a eu des instants de vie inattendus, comme le dimanche à Bamako. J'étais à Bamako quand j'ai sympathisé avec Zeina, une chargée de communication culturelle. Elle m'a alors proposé d'assister au mariage d'une de ses cousines, un dimanche, à Bamako. Mon hôte, Aliou, qui m'hébergeait, m'a dit d'ailleurs que ça faisait partie de l'expérience d'être à Bamako, vraiment de se faire inviter à un mariage un dimanche. Donc j'étais super heureuse et j'oublierai jamais toutes les tenues colorées, les chants, les danses et le riz du mariage. Vraiment, c'était quelque chose. Donc là, notre visite touche un peu à sa fin. Enfin, presque.
parce qu'il y a encore 2 photos dont je ne vous ai pas parlé. Il y a les génies sont là, qui sont le tas de coris sur un tapis, et les trésors de la place, qui sont des objets ornés de coris déposés sur un tapis vert. J'aime bien l'idée de finir par vous parler de ces 2 images parce qu'elles représentent notre propos, le cori, dans sa forme la plus vue, la plus basique sur le continent. On a d'un côté le tas de coris sur un tapis qui représente la voyance qu'on fait avec, et de l'autre, le côté rituel, mais surtout cet aspect beau et ornemental. Dans les 2 cas, on a des coris posés sur le sol, sur des tapis, dans 2 pays différents d'Afrique, dans 2 cultures qui considèrent fortement la perle blanche. On a la Côte d'Ivoire et le Maroc. En faisant ma petite enquête sur les coris, j'ai découvert que ces pouvoirs mystiques, monétaires et esthétiques faisaient aussi vibrer l'Asie, de l'Inde à la Chine, en passant par les Maldives. Mais aussi beaucoup l'Amérique latine et ses afro-descendants, et dernièrement aussi les côtes européennes, comme en Bretagne. Ce coquillage a fasciné et fascine encore d'une manière tout à fait différente aujourd'hui les peuples du monde. C'est pour ça que Sur les traces du cori est aussi un grand voyage que j'ai presque terminé. C'est l'occasion de comprendre pourquoi est-ce que le cori est autant identifié comme un emblème africain. Comment le cori a pu choisir l'Afrique avec un grand A dans son entièreté, et surtout après tout ça, qu'est-ce qui en fait un coquillage autant à la mode aujourd'hui, mais partout dans le monde. Repris par tous les artistes pop, les petites boutiques d'accessoires pour ados, mais aussi les fans de déco bohème, je pense qu'à travers ce coquillage, il y a une grande leçon de culture, d'histoire et de voyage à recevoir. Et c'est pour ça que je vous invite tous à me suivre pour voir le documentaire complètement fini bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Malkiama Week, Malkia Media sur les réseaux sociaux. Vraiment, donc Malkiama Week c'est mon compte photo. Malkia Media c'était mon compte plutôt journalistique où je donnais de l'information. Et j'aimerais le dédier à la publication d'extraits un peu du documentaire et de l'aventure que ça représente maintenant, d'aller jusqu'au bout, de terminer ce documentaire. Voilà, donc j'espère qu'on se reverra tous très vite. Je vous donne rendez-vous quand le film sera terminé. Vraiment, merci d'avoir écouté cet audio guide jusqu'au bout, d'avoir vécu cette expérience et d'avoir fait le déplacement. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure.